Vous écoutez Des Voix qui portent, un programme audio proposé par La Parole Donnée. La première AMAP de France a été créée à Ollioules il y a 20 ans, au printemps 2001, par Daniel et Denise Vuillon, propriétaires de l'exploitation maraîchère La Ferme des Olivades. Une AMAP est une association pour le maintien de l'agriculture paysanne, un concept inspiré des communautés de producteurs indépendants découvertes par la famille Vuillon lors d'un séjour à New York en 1999. Le principe de l'AMAP est simple. Producteurs et consommateurs passent un contrat individuel d'engagement financier avec, pour contrepartie, un panier hebdomadaire du partage de la production de l'exploitation. Le prix du panier ne tient pas compte des cours des produits proposés car il est calculé uniquement à partir des charges d'exploitation de la ferme. Le juste prix, résume Daniel Vuillon, c'est le prix qui permet aux paysans de vivre. En 2001, en pleine crise de la vache folle et du débat sur la malbouffe, la première AMAP voit le jour car l'idée a séduit suffisamment de consommateurs militants, désireux de nourrir sainement leur famille et acceptant le rythme des saisons, tout en permettant aux paysans de vivre de leur travail. Aujourd'hui, en France, on compte 15 000 AMAP pour quelques 6 millions de consommateurs adhérents. Et l'aventure est loin d'être terminée. L'AMAP. Nous avons rencontré ce système aux États-Unis tout à fait par hasard. On rendait visite à notre fille aînée, donc Edith, qui habitait à New York. Et on allait la voir parce que pour la naissance d'Émile aussi, on était au moins 2 fois par an, on s'est débrouillé pour aller leur rendre visite. C'était en 99 qu'on a vraiment rencontré le système. On était chez Edith, on était dans le bénévolat, on faisait des sandwichs pour les sans-abri. Et là, il y avait une personne qui me dit qu'on échangeait, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que je fais. Et je lui ai dit qu'on était dans l'agriculture. Et là, elle a dit « C'était mon rêve. C'était mon rêve toute ma vie. » C'est une personne qui était à la retraite. Elle m'a dit « Mais j'ai trouvé une compensation à ce rêve que j'avais. Je suis dans un CSA, Community Supported Agriculture. Et parce que comme ça, je me rapproche de la terre et des gens qui cultivent. Et toutes les semaines, je reçois un panier d'une ferme. » Quand elle nous a dit ça, on n'a pas cessé le lien avec cette personne qui, le lendemain, nous a amené vraiment le fonctionnement de ce système. On a visité les producteurs aussi. Et de 99 à 2000, toute l'année 2000, Edith nous a traduit, nous a permis d'avoir toutes les informations sur ce système qu'on a réussi finalement 1 an après à mettre en place. Il nous manquait de se rapprocher des consommateurs. Économiquement, on était dans une situation où on allait mettre la clé sous la porte. C'est vraiment à ce moment-là qu'on a rencontré la solution. On avait un copain qui était à la Confédération paysanne avec nous, qui était aussi à l'association Attaque à Aubagne. Ces gens-là d'Aubagne commençaient, on était en pleine crise sanitaire, c'était le moment de la vache folle. Voilà. Donc les consommateurs commençaient un peu à vouloir savoir un peu ce qu'ils avaient dans leur assiette. Et donc ils faisaient des cafés attaques. Ce soir-là, en janvier, il y avait un débat sur la malbouffe. Voilà, donc le lien avec José Bové, il faut quand même ne pas l'oublier. Et il est un peu à l'origine du rapprochement des consommateurs aussi, vers les producteurs. Et donc voilà, on a assisté à cette réunion où on a enfin pu en parler. Ça faisait 1 an qu'on connaissait le système. On a parlé à ces gens qui se sont très vite mobilisés, qui ont vraiment été contents de trouver une solution aussi pour eux, pour leur façon de s'alimenter. Voilà le lien entre l'alimentation et l'agriculture qui part de là, en fait. Et voilà, ils ne nous ont pas lâchés. On a vraiment échangé, on est allé nous au fond du système parce que pour nous c'était aussi une sacrée expérience. Arrêter le point de vente parce qu'à l'époque moi je m'occupais du point de vente direct et c'est pas avec les gens de mon point de vente qu'on a pu mettre en place. C'était vraiment, il fallait être avec des consommateurs qui étaient dans la demande.
Il y avait vraiment un sens pour nous et pour eux. Et donc, on a mis sur pied beaucoup de réunions. Et ils se sont, pas 100% de l'Assemblée, mais une bonne partie de l'Assemblée, c'était à Aubagne, vraiment ont accepté de s'engager. Et le 17 avril, on livrait le premier panier à Aubagne. C'était une sacrée aventure quand même, parce qu'il y a un sens humain autour de ça qui est énorme. Hein. La MAP, c'est du lien, énormément de lien social. Toute la partie production, évidemment, elle concernait le travail de Daniel. Moi, j'y ai apporté mon expérience de ce qu'on met dans un panier. Il fallait bien définir ce panier-là pour la quantité, pour le prix. Donc là, je me suis basée sur un peu cette expérience de la vente directe. C'était une expérience. S'il fallait la revoir, on la reverrait. Et finalement, ça s'est avéré être très, très satisfaisant pour tout le monde. Pour les producteurs, c'était énorme. Il était question de la survie des fermes. Parce que, autant vous dire que quelques mois après, ça n'a pas mis longtemps, hein, après avril 2001, donc c'était en 2001, ça n'a pas mis longtemps, on n'a pas mis longtemps à recevoir des coups de téléphone de producteurs qui avaient vu que finalement ça pouvait marcher et qui voulaient aussi, qui venaient nous visiter, qui venaient s'entretenir avec Daniel sur la partie professionnelle. Et nous, on recevait aussi beaucoup de téléphones de consommateurs qui étaient intéressés aussi à se rapprocher en fait du produit alimentaire. C'est vraiment parti de là. Le producteur, bien souvent, il n'est pas tellement libre au niveau de ses productions. C'est le marché qui lui impose. Mon père, il a fait de l'artichaut parce que le marché, il y avait une demande au niveau de l'artichaut et que c'était adaptable à ses contraintes de production. Nous, dans les années 90, on a vendu à la grande distribution parce que c'était la grande distribution qui était en capacité d'écouler des volumes conséquents de marchandises. Mais elle nous imposait ses propres contraintes. Par exemple, elle interdisait, si jamais elle voyait des pucerons sur les salades, elle refusait la palette, hein. Donc ça voulait dire que il fallait donc utiliser des techniques de production où il n'y ait pas le risque de maladie ou de parasites, donc rester et développer une agriculture dans ce qu'on appelle conventionnelle, hein, avec utilisation de pesticides et d'engrais chimiques, etc. Bon. À partir du moment où on est sorti de ce système, effectivement, ce qui est fondamental, c'est que le chiffre d'affaires du producteur, c'est la quantité qu'il produit par l'unité du prix du kilo, hein. Et à partir du moment où, dans la MAP, le prix n'a plus rien à voir à la productivité, puisque c'est l'addition des charges de l'exploitation, divisé par le nombre de familles qu'on est en capacité de nourrir, qui donne le prix à payer. C'est un prix comptable. À aucun moment on fait référence au prix du marché. Donc on va pouvoir faire des variétés qui sont peut-être moins productives, mais qui ont d'autres qualités, qui ont un meilleur goût, qui sont plus nutritives. On peut se lancer vers des productions très originales qui ne sont pas connues sur le marché, mais on les met dans le panier, donc à partir de ce moment où elles arrivent en cuisine, eh bien elles vont être cuisinées et consommées. Donc c'est un moyen de relancer d'une façon très spontanée une biodiversité alimentaire qui avait tendance dans les années 90 à se standardiser au maximum, hein. Et donc on était complètement à contre-courant de ce qui se passait finalement dans le boom de développement de forme de commercialisation qu'est la grande distribution, qui en 1980 représente 5% de part de marché et qui en 2000 représente plus de 80% de part de marché. Tout ça, ça s'est fait quand même avec des modifications. Dans les champs, même si quand on regarde la campagne, on n'a pas l'impression qu'elle ait beaucoup changé. Mais
Dans le même temps, on a perdu 3 paysans sur 4 en 20 ans, en France. Et donc, le marché a une influence considérable sur la façon de produire. La malbouffe, elle n'est pas arrivée comme ça par hasard. La malbouffe, elle est une demande qui est la guerre qu'il y a sur les prix au niveau des différentes enseignes de la grande distribution, qui se bat uniquement sur un critère qui est le prix. Et c'est le prix qui, toujours encore aujourd'hui, qui est le seul argument pour essayer de remplir son parking. Et donc faire, qui est l'objectif de tous les directeurs d'hypermarchés, quoi. Hein. Bon. Donc, quand on est sorti de ce système, on a pu aller vers des pratiques complètement biologiques, c'est-à-dire que on a éliminé dans nos pratiques toute utilisation d'intrants chimiques, quoi, hein. Aussi bien des herbicides que des pesticides, que des engrais chimiques, ne parlons pas des OGM, et on a pu aller vers des pratiques qui sont beaucoup plus liées à ce qu'on appelle aujourd'hui l'agroécologie, c'est-à-dire la production dans son milieu. Et en prenant en compte, non pas comme le cahier des charges de l'agriculture biologique, le seul produit, mais en prenant le produit dans son environnement, quoi. Et en essayant de gérer au mieux les équilibres naturels, quoi. Et on s'est aperçu au bout de quelques temps que ça marchait très bien, quoi. Et au bout de quelques temps, on avait des résultats agronomiques qui étaient aussi performants que quand on était en conventionnel. Donc quand on dit que ces pratiques agricoles ne peuvent pas nourrir la population, c'est complètement faux. Bon. C'est ceux qui défendent la vente des produits chimiques ont intérêt à le dire, quoi, hein. Mais lorsque l'on est de l'autre côté, on se rend compte que c'est complètement faux, quoi. Et donc, on peut aller vers le choix de variétés, qui sont des variétés exceptionnelles, en mettant en valeur ce terroir dont Denise parlait, qui est un terroir ici qui est assez exceptionnel, d'un climat très favorable, d'un sol argilo-calcaire qui donne des saveurs excessivement profondes, et on l'a vu dans le goût des tomates lors de la fête de la tomate, on arrivait bien à faire ressortir les différentes saveurs qu'il pouvait y avoir entre les variétés. Évidemment, quand on fait du hors-sol, il n'y a plus de terroir, donc tout a le même goût, quoi, hein. Mais là, le terroir fait bien ressortir la spécificité de chacune des variétés, quoi. Et là, on a pu vraiment... C'est pour ça qu'on l'appelait paysanne, on a pu vraiment aller dans ce qui, pour moi, est la fonction du paysan, quoi. Un paysan, c'est quelqu'un qui produit de la nourriture. La nourriture, c'est une fonction vitale pour notre espèce. Si on n'a pas de nourriture, on ne peut pas vivre. Si elle est de mauvaise qualité, on est malade. Donc, c'est quelque chose de très très important et il faut s'en occuper très sérieusement. D'autant qu'encore aujourd'hui, la nourriture est la cause de grands désordres sur le plan de la santé publique. Donc, il faut s'en occuper et encore aujourd'hui. Et le paysan doit être celui qui produit une nourriture qui doit apporter 2 choses essentielles. C'est la santé, il n'y a rien de plus précieux que la santé, et le plaisir, parce qu'il n'y a rien de plus agréable que la convivialité d'une table, quoi. Et ça fait partie de notre culture en France, quoi. Et on aime bien recevoir sa famille, ses amis, autour d'une belle table où il y a des bons produits dans les assiettes. Donc pour moi, le paysan, c'est quelqu'un qui produit une nourriture dont l'essentiel est la santé et le plaisir. Celui qui ne fait pas ça, pour moi, ne fait pas partie de ce qu'on appelle l'agriculture paysanne, quoi. C'est un autre métier. Mais nous, notre métier, c'est de nourrir, et de nourrir au mieux que l'on sait faire, avec les atouts que l'on a et les connaissances que l'on a, pour être sûr que ceux qui consomment ce qu'on produit auront à la fois la santé et le plaisir. Voilà, pour moi, c'est qu'est l'agriculture paysanne. Oui, moi je crois qu'il faut quand même revenir sur l'histoire de la tomate. Comment aujourd'hui on mange des tomates anciennes ? Ben, vous savez, ça a une histoire, ça. En 89, Daniel cultivait au moins, il y avait presque 2 hectares de tomates de plein champ.
Et on les vendait, on avait un contrat, on les vendait à la grande distribution, parce que tous les paysans ont essayé de travailler avec la grande distribution, pourquoi pas, mais bon, ça n'a marché pour personne, c'est même, ils sont un peu fautifs de nous avoir fait... On en connaît beaucoup qui ont travaillé avec la grande distribution, on en connaît beaucoup qui ont fait faillite, on n'en connaît aucun qui a fait fortune. Voilà, avec la grande distribution. Et donc cet année-là, cet été, Daniel avait un contrat avec la grande distribution sur les tomates de plein champ. Bon, alors tout le monde sait que la tomate de plein champ, eh bien, elle a le collet vert, elle craque, elle n'est pas uniforme en taille. Et cette année-là, c'était encore Continent, ils sont venus, ils ont cassé carrément le contrat des tomates qui sont restées dans le champ d'ailleurs. Moi, avec mon point de vente direct, j'arrivais à en vendre, je sais pas, peut-être 50 kilos par jour, mais pas plus. Et donc, on est resté complètement bête, sidéré, parce que cette année-là, en fait, dans la grande distribution, c'était la première année où on voyait des tomates de l'agro-industrie. Elles venaient de Belgique et de Hollande. Au mois d'août. Là, au mois d'août, en plein été, là, avec Daniel, on s'est regardé et on s'est dit, ils vont nous faire marcher sur la tête. Et c'est là qu'est partie la recherche des bonnes tomates, parce qu'évidemment, ces tomates, elles étaient couleur saumon, je ne sais pas si vous vous souvenez, elles étaient transparentes, c'était horrible. Elles étaient beaucoup plus chères. Et elles étaient dégueulasses, elles n'étaient pas bonnes du tout. Donc c'est là que Daniel est parti à la recherche des variétés de tomates anciennes, parce que dans chaque pays, il y a des tomates anciennes. Et donc, on a trouvé, mais jusqu'aux États-Unis, Edith était encore aux États-Unis, on a cherché les graines là-bas dans les collectionneurs de tomates, Seed Saver. Et c'est comme ça qu'on a développé la culture de la tomate ancienne. Et bon, vraiment, grâce à la MAP, après, on a pu les écouler, ces tomates, parce que, alors elles, uniforme, unicolore, c'est pas ça du tout, c'est complètement l'inverse, mais elles étaient tellement bonnes que grâce à la MAP, on a pu les écouler, et grâce au point de vente aussi, mais ça a mis du temps avant que les gens reviennent sur... parce que la grande distribution, elle a vite formaté les gens sur le produit de l'étalage, sur l'étalage. Mais là, les anciens ont redécouvert un peu les produits de leur jardin, en fait, dans notre point de vente. Et le goût surtout. Et le goût. Oui, vraiment, la tomate, c'est celle qui a fait basculer un peu le consommateur. C'est le goût de la tomate qu'on a trouvé dans l'agro-industrie. Et c'est toujours pareil. Vous pouvez avoir de belles tomates. Vous pouvez avoir de belles tomates anciennes maintenant, elles n'auront pas le goût d'une green zebra de plein champ. Non, mais c'est ça qui est pire, c'est que dans les années 2000, dans la grande distribution, on trouvait grosso modo de la Hollande au Maroc 4 variétés de tomates, qui étaient rouges, qui étaient toutes les mêmes, qui étaient présentes aux étalages toute l'année. Et puis, une fois que nous, on a, mais ça a été très long, et heureusement qu'on a eu le soutien de la grande gastronomie, entre autres Alain Ducasse qui nous a fortement soutenus, et puis tous les grands chefs à qui on a pu écouler une partie des productions que l'on avait très originales qu'on avait à l'époque, mais complètement à l'opposé de ce qui se pratiquait de plus en plus dans le commerce dit moderne. Eh bien, à partir du moment où on est arrivé après des années, parce que moi j'ai commencé à produire ces tomates en 1991-92, et il a fallu à peu près 15 ans pour qu'il y ait un marché qui sorte d'une situation de niche, qui était la grande gastronomie, pour se développer un peu plus. Et c'est vrai que les AMAP ont grandement contribué au développement de la qualité des tomates anciennes, parce que moi je disais aux copains, surtout si vous rentrez en AMAP, faites pas du hors-sol, la tomate hors-sol, faites des tomates, de la vraie tomate, quoi. Et tout le monde, tous les copains sont allés évidemment dans cette direction, parce que c'était une satisfaction qui était à faire vis-à-vis de nos abonnés, qui étaient les consommateurs partenaires. Et il fallait leur donner le meilleur, quoi. Et donc il fallait aller dans ces directions.
Mais 15 ans après, quand les productivistes se sont aperçus qu'il y avait un marché, ils se sont mis à fabriquer de la tomate soi-disant ancienne, mais sur des variétés qui n'avaient même pas 6 mois, qui sont encore aujourd'hui complètement de la contrefaçon. Donc c'est encore plus grave aujourd'hui parce que le consommateur est complètement perdu, parce qu'elles sont à l'identique de celles qu'on produit. Mais elles sont produites hors sol et même à contre-saison. Et c'est une véritable catastrophe au niveau gustatif, quoi. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment très compliqué pour un consommateur de trouver une vraie tomate. Une vraie tomate au goût, de goût qui sont dans les variétés anciennes, pas dans les variétés modernes. Tout simplement parce que dans la recherche, le goût intervient en 7e position. Il y a d'autres critères qui sont plus importants que le goût. Alors que pour nous, c'est le critère numéro 1, quoi. Et donc, aujourd'hui, le problème est plus grave qu'en 2000. Au moins en 2000, on savait que dans la grande distribution, il n'y avait qu'une variété, elle était ce qu'elle était, mais aujourd'hui, il y a tout un détournement en annonçant des tomates anciennes sur des variétés qui n'ont pas 6 mois d'existence, quoi. Elles n'ont rien d'ancien, mais elles sont à l'identique des tomates anciennes, quoi. Ça, c'est dramatique. Regardez ce qu'ils ont appelé cœur de bœuf, qui n'a rien à voir avec une cœur de bœuf. Et nous, on dit à la répression des fraudes, vous allez nous poursuivre parce qu'on fait des variétés qui ne sont pas dans un catalogue officiel, et vous nous poursuivez pour ça, et vous autorisez que se vendent des tonnes de tomates qui n'ont rien à voir avec des cœurs de bœuf et qui s'appellent cœurs de bœuf, et où le consommateur est complètement trompé, quoi. Et ça a duré des années, cette histoire. Bon, maintenant, ça commence un peu à réagir de ce côté-là, mais c'est un véritable scandale, quoi. Donc, effectivement, c'est le boulot de la répression des fraudes, de veiller à ce que une variété qui a 6 mois n'est pas l'appellation de tomate ancienne, quand même, quoi. Et c'est pas très compliqué à trouver et déterminer, quoi. Mais bon, on est toujours là et moi je conseille, et c'est encore quelque chose, je participe à la rédaction d'un livre en ce moment sur comment conseiller le consommateur lorsqu'il va acheter des fruits et légumes, quels sont les indices qu'il faut qu'il repère pour être sûr de la qualité. Et sur la tomate, il n'y a qu'un moyen, c'est soit de la produire soi-même, soit d'aller chez le producteur et lui dire tu me fais de la vraie tomate, et là je te l'achète volontiers. Mais si c'est pas de la vraie, j'en veux pas, quoi. C'est d'avoir le lien avec le producteur, quoi, la relation directe. Parce qu'autrement c'est impossible de s'y retrouver, quoi. C'est comme ça que les grands chefs sont venus à ton contact, parce que c'était un problème, la tomate, pour les grands chefs, pour les tables gastronomiques, quoi. Et à tel point que quand ils ont goûté et acheté nos tomates anciennes, dans les plats, vous aviez l'assiette de tomates anciennes. Le serveur venait montrer la tomate, la jaune, la cœur de bœuf, la noire de Crimée, tout ça. Bon, c'était vraiment, pour eux, ça a été une renaissance ils pouvaient bien faire leur métier aussi, parce qu'un chef qui donne un produit de mauvais goût, c'est pas terrible. Oui, chez Ducasse, ils avaient le plateau avec toutes les variétés de tomates, avec le nom de chacune d'elles, ils présentaient à leurs clients, et ils racontaient, moi je briefais tous les maîtres d'hôtel, et ils racontaient l'histoire de chacune d'elles, et donc leurs clients étaient éberlués par justement, parce que c'était absolument inconnu à ce moment-là, quoi. C'était au début des années, fin des années 90 et début des années 2000. Et donc, effectivement, les chefs de cuisine qui adorent avoir une histoire à raconter sur ce qu'ils mettent dans l'assiette, avec la tomate, se sont régalés, quoi. C'est pas élitiste du tout. Au contraire, quand on avait arrêté le point de vente en 2000, donc en 2001, il y a peut-être 5 ou 6 ans après, il y a un ancien client du point de vente qui arrive et qui était fortement déçu de ne plus trouver le petit magasin, quoi, de vente directe. Et il me dit, mais vous n'avez pas le droit, hein, moi je vous payais, j'ai de quoi vous acheter toute votre... Alors, sauf que ça faisait déjà 5 ans que je ne le voyais plus, donc on ne pouvait pas compter sur lui pour vivre. Mais c'est pour dire cette notion de pouvoir d'achat, non, on a des familles de tout rang social, vraiment. Non, c'est vraiment
la nourriture, voilà, qu'est-ce qu'on mange. La femme qui est enceinte, tout d'un coup, elle va se faire du souci pour ce qu'elle va mettre dans son assiette pour son enfant. C'est vraiment le côté alimentaire et ne pas perdre aussi les petits jardins autour des villes. Bon, ils sont perdus parce que, évidemment, les grandes surfaces se sont faites autour des villes et les maraîchers ont toujours été autour des villes. Donc, ils ont été les premiers à disparaître, malheureusement, les maraîchers. Mais justement, les gens se disent qu'il ne faut pas perdre non plus ces terres qu'on peut cultiver et qui nous nourrissent. Oui, moi je pense que les adhérents de l'AMAP, enfin les gens qui rentrent dans ce mouvement, sociologiquement, ça représente la société. Il y a des gens qui ont peu de moyens, il y a des gens qui ont des moyens, les classes moyennes, et puis il y a des gens qui ont beaucoup plus de moyens. Tout dépend de l'importance que l'on apporte à l'acte de nourrir sa famille, quoi, hein. Alors, il y en a qui ont peu de moyens, mais pour qui c'est essentiel et ils vont mettre une part de leur budget important. Et puis, quand on regarde les analyses du Crédoc, on s'aperçoit que la clientèle des discounts, qu'on appelle l'épicerie des pauvres, 40% de la clientèle sont des cadres. Donc, c'est un choix qui est vraiment un choix qui est personnel, quoi. De la part du budget que l'on donne à l'acte de se nourrir et bien se nourrir. Alors, ensuite, ça c'est le premier point. Donc, on a à peu près tous les profils de la société. L'intérêt quand même de donner une nourriture à un prix qui est son juste prix. Pour moi, le juste prix, c'est le prix qui permet aux paysans de vivre, quoi, hein. Et ça, c'est vrai dans tous les coins du monde, quoi, hein. Et donc, à partir du moment où on donne aux paysans de quoi se nourrir et qu'on se partage le fruit de son travail, dans tous les pays du monde, et la France aussi, les paysans font partie des plus pauvres. En France, on a quand même 40% des paysans qui gagnent 350 € par mois, quoi, hein. Et encore aujourd'hui. Et dans tous les pays, c'est pareil. À partir du moment où on va donner à ce paysan de quoi se nourrir, de quoi vivre, et quand on partage le fruit de son travail, on a la possibilité de nourrir 95% de la population avec des produits de grande qualité, quoi, hein. Et nous, quand on sert des grands chefs comme Gérald Paseda, le Petit Nice à Marseille, qui était adhérent de l'AMAP pour 15 paniers semaine, eh bien, moi-même, je n'ai pas les moyens d'aller manger chez Paseda. Mais nos amapiens ont chez eux les mêmes produits qu'il a chez lui pour faire la cuisine. Après, c'est une question de savoir-faire, de travail du produit. Mais et à partir de ce moment-là, il est démontré que ce concept n'est pas du tout élitiste, parce que pour aller manger chez Paseda, il faut 400 € par personne, mais pour manger un produit qu'ils ont eux-mêmes chez eux, et donc, voilà, quoi. Donc, on peut pas considérer que ce concept est élitiste, contrairement à ce que disait Sarkozy, qui disait que c'est un truc pour bobo, on va remplir son panier de produits paysans, circuler, il n'y a rien à voir, quoi. Mais non, c'est beaucoup plus profond, beaucoup plus sérieux, et c'est le seul moyen. La meilleure preuve, c'est qu'on développe beaucoup ce concept dans les pays d'Afrique. J'ai même développé des AMAP à Haïti, au Mali, dans les pays les plus pauvres, et ça marche très bien, et ça fonctionne, quoi, hein. Et donc, en ce moment, on travaille beaucoup avec le Sénégal, mais où ce concept... Même le gouvernement du Sénégal tient à ce que ce concept se développe au Sénégal, parce qu'ils ont compris tout l'intérêt qu'il pouvait avoir pour le maintien d'une agriculture paysanne, pour que les jeunes, au lieu de prendre les bateaux pour aller en Europe, restent là pour nourrir la communauté, quoi, hein. Donc c'est pas élitiste du tout, bien au contraire. Parce que ça permet à ceux qui sont les plus pauvres, qui sont les paysans, au moins de vivre dignement de leur métier, quoi. Et justement, la MAP, elle a valorisé le paysan. Ça, c'est extraordinaire, parce que il n'y a pas très longtemps, un paysan, c'était une insulte, parler de paysan. Moi, je me souviens, en 2007, c'est pas très vieux, un certain président qui, à peine élu, va prendre un bateau pour se mettre en vacances, et un journaliste lui dit « Mais vous
vous partez déjà en vacances, avec l'air de dire, vous avez quand même du boulot, du pain sur la planche. Il dit, ah bah oui, quand même, je ne suis pas un plouc, je ne suis pas un paysan. Hein. En 2007. Voilà, alors que la MAP, vraiment, elle a valorisé, parce que nos AMAPiens sont des gens qui nous font confiance et qui, vraiment, n'ont pas envie qu'on disparaisse. Alors quoi de plus valorisant que quelqu'un qui apprécie ce qu'on fait, qui apprécie le travail. Voilà, la valorisation du métier, ça a été très très important pour nous. Et ça, c'est bien, ça répond bien. Et ça continue.